Moi, j'ai eu une rencontre fabuleuse un jour qui a été un immeuble. Comme un homme, le bâtiment vieillit. Il doit être soigné. Si j'avais 20 ou 30 ans, j'investirais aujourd'hui, moi, dans... Je serais le premier à investir là-dessus. Un des critères clés, c'est à quel moment vous allez vous situer, vous, dans votre investissement, par rapport à la courbe de vie du produit qui est en face de vous. Ne jamais oublier une chose, c'est qu'à la différence des autres actifs, l'immobilier est un actif qui, si vous n'investissez pas en permanence sur lui, a vocation à disparaître. Maintenant, dites-moi aujourd'hui un investissement qui peut durer 150 ans. Est-ce que c'est la bonne information ? Non. Marc Ménager, bonjour. Comment allez-vous ? Je vais très très bien, très heureux d'être reçu chez vous dans ce magnifique cadre. Super, merci. Je vous remercie d'avoir accepté l'invitation. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'immobilier, plus particulièrement de travaux et de rénovation énergétique. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose que vous vous présentiez peut-être pour nos auditeurs. Avec grand plaisir. Alors, moi j'ai eu une rencontre fabuleuse un jour qui a été un immeuble. Donc je me suis passionné pour... donc il y a des personnes qui se passionnent pour les gens, qui deviennent médecins, il y a des gens qui se passionnent pour des objets et autre chose. Moi, je me suis passionné pour l'immeuble. Donc ma rencontre fait que j'ai passé toute ma vie, tant en tant que d'ailleurs à travers mes formations qu'à travers mes expériences professionnelles, à m'intéresser à l'actif immobilier, à son immeuble, dans sa technique, dans ses aspects juridiques, et mon parcours professionnel a été tout autour de l'immeuble. Début, j'ai eu une passion de l'immeuble pour un contexte familial, un contexte aussi de sensibilité à cet objet dans lequel on vit, dans lequel on travaille, dans lequel on passe la main pour caresser ses murs, pour comprendre comment fonctionne une toiture, comment fonctionnent différentes parties du bâtiment, les différents éléments du second œuvre, les éléments de confort, de décoration. Et donc j'ai commencé moi par un parcours plutôt classique avec une maîtrise en droit privé, suivi d'un IAE, que j'ai complété par la suite à travers un master que j'ai fait à l'ESSEC en master de management immobilier et par le CNAM à l'ICH qui est l'Institut de la construction et de l'urbanisme, et j'ai régulièrement suivi des formations dans différents domaines. Et passionné par l'actif, j'ai aussi envie de transmettre. Donc j'ai passé pas mal de temps depuis quelques années à intervenir dans différentes écoles ou différentes formations, toujours autour de l'immobilier. Et je suis notamment un des enseignants du CNAM à l'ICH, où je suis passé maintenant en tant qu'enseignant, mais parmi d'autres écoles aussi. Et voilà, ça m'a fait comprendre deux choses. C'est que d'abord l'immeuble a une particularité, c'est que il se gère à travers plein de métiers. Vous avez dans notre filière quelque chose d'assez magique parce qu'en fait, vous avez des ordres qui sont très présents à travers les notaires, les avocats, les huissiers, les géomètres, sont des éléments de notre secteur qui sont très structurés, compétents, qui sont des prestataires et des personnes pour lesquelles on travaille. Et vous avez aussi dans l'aspect chaîne tout ce qui est la construction, les produits, les entreprises générales, ce qui va permettre d'entretenir, de construire à l'origine. Moi, ça a été ma première entrée. Mon parcours professionnel a d'abord été en travaillant chez Legrand, matériel électrique, où je suis rentré plutôt par un second œuvre, mais dans le côté courant fort et courant faible, et comment on arrive à rendre un immeuble sur le plan opérationnel avec les parties électriques. Donc, je suis resté quelques années chez Legrand. J'ai travaillé notamment dans mes dernières périodes à un service qui s'appelait Promotion Internationale, où j'avais la mission à Paris de suivre tous les architectes et pour faire en amont en fait de projets de construction, contribuer à leur cahier des charges à travers les éléments de partie électricité, avec des rencontres absolument extraordinaires. Je me souviens avoir eu le plaisir de croiser Nouvelle, et je venais complètement par hasard d'ailleurs lors de ce rendez-vous-là, avec un rendez-vous précédent, et j'avais des luminaires qui étaient avec moi, qui étaient des luminaires très spéciales, ce qu'on appelait des ATX pour les atmosphères explosives,
Et c'était du matériel très cher. Un luminaire valait sans doute quelques centaines d'euros à l'époque. Je ne pouvais pas, et j'avais toujours peur de les faire quitter mon regard pendant un certain temps. Et je me souviens être rentré dans l'atelier de Nouvelle avec mon luminaire sous les yeux, mais qui venait d'un rendez-vous industriel pour aller leur proposer des produits pour des atmosphères explosives. Et je pense avoir réussi par hasard, mais complètement par hasard, à convaincre Nouvelle d'équiper un de ses réalisations avec des luminaires à quelques centaines d'euros, tellement le design et tellement l'appareil lui avait convaincu. Donc ça, c'est des rencontres magiques où vous arrivez à échanger avec des acteurs de la filière qui, dans l'acte de construire, dès en amont, en fait, proposent des univers, résonnent très différemment selon les lumières et les orientations, et ça vous nourrit, en fait, votre réflexion sur le bâtiment. Ces rencontres-là, d'ailleurs, m'ont aidé, moi, après, à comprendre dans l'immobilier, les rôles et des intervenants. Parce que quand vous avez les architectes, il faut arriver un petit peu à les séduire sur des aspects, mais il faut faire aussi avec l'époque, avec leur formation, avec leurs préoccupations. Et souvent, on s'est complété à travers des rencontres avec des bureaux d'études qui étaient un petit peu plus structurés sur les parties électricité. En quittant Le Grand pour des questions de proximité géographique, j'ai rejoint la société Sika, qui est une société suisse qui fabrique des produits chimiques pour le bâtiment. Donc là, j'ai eu un parcours marketing avec des fonctions qui étaient dès l'origine des fonctions de réflexion de comment on peut techniquement construire à travers des produits des immeubles ou les entretenir, ou c'est un aspect qui était déjà important à l'époque, qui était les soigner. Et la chimie, ça m'a vraiment fait penser à des médicaments, et l'immeuble a besoin de ces médicaments-là. Souvent, dans l'acte de construire, ils vont être utilisés dans la construction avec des matériaux sur lesquels la chimie va leur permettre de faire par exemple, des accélérateurs de prise, des retardateurs de prise, des effets, par exemple, plastifiants, des effets de rapidité au niveau du chantier. Et c'est des choses qui sont particulièrement utilisées aujourd'hui, peu connues, mais qui, par exemple, dans le matériau béton, ont permis de faire des évolutions remarquables en termes de durabilité, en termes de manœuvrabilité, puisque on les mettait en œuvre avec une évolution aussi des moyens techniques. On a eu besoin de construire de plus en plus vite, et de façon assez durable. Et donc, la chimie a apporté des solutions très rapides pour les entreprises et pour les prescripteurs. Là, on a un long quelques années de parcours où on travers donc les matériaux ciment et béton. On travaille en fait à essayer de trouver des vecteurs de développement de produits nouveaux qui allaient aussi bien d'ailleurs dans la filière pure de construction, mais aussi dans le second œuvre, et même un petit département où on a travaillé sur la partie bricolage. Où on a été assez créatif en matière de mise à disposition pour tous, et notamment de solutions qui étaient utilisées par des entreprises. Donc là, je suis passé finalement de l'électricité aux matériaux, béton, à travers les chimies. On complétait ça par des solutions sur des ouvrages qui étaient existants. Comme un homme, le bâtiment vieillit. Il doit être soigné. On peut prolonger sa durabilité s'il est bien entretenu et s'il est soigné. Donc là, moi, j'ai fait la découverte à ce moment-là des solutions en termes de pathologie du bâtiment qui permettaient d'anticiper des désordres dans les bâtiments, qui pouvaient soigner des désordres qui étaient plutôt liés à des malfaçons,
et qui permettait aussi de prolonger la vie de l'ouvrage par des opérations, par exemple, d'entretien assez réguliers. Après, cette époque-là, elle est très marquée aussi par l'apparition de beaucoup de pathologies, et on va rentrer un petit peu plus là dans le détail des bâtiments. Un bâtiment, certes, est un immeuble, mais comme les personnes, vous allez avoir différents profils de bâtiments. Vous avez des immeubles qui ont été construits à une époque, qui vont nécessiter des entretiens et des opérations, par exemple, de restructuration, d'une certaine façon, ce qui ne sera pas du tout le cas pour un immeuble qui aura été construit 20 ou 30 ans après. Donc, quand on va raisonner immeuble, il faut raisonner cycle de vie. C'est-à-dire que on peut pas raisonner sur un immeuble comme on va raisonner sur un autre produit. On peut pas raisonner comme un produit pur de consommation. Il va bien dépasser les occupants, il va dépasser des usages. C'est une vraie question d'actualité aujourd'hui parce que on viendra dessus par la suite, mais oui, tout à fait. C'est le sujet. La vraie difficulté, c'est que on a administrativement et légalement figé des usages dans des bâtiments, alors que là, il y avait une véritable liberté. L'immeuble haussmannien est complètement compatible aujourd'hui avec un ouvrage, une utilisation qui n'a rien à voir avec celle qui était celle d'une famille au début du siècle. Aujourd'hui, on peut faire des bureaux, très agréables, très bien ventilés, très jolis, très design, en étant exactement dans le même immeuble et quasiment en ne changeant pas grand-chose par rapport à ce construit. Donc ça, c'est vraiment un immeuble qui est extrêmement intéressant parce que techniquement, il a été très bien conçu avec une très bonne densité avec des matériaux qui sont extrêmement performants dans la durée. Par contre, les usages là plutôt d'ordre réglementaire ou sociologique ont fait qu'il a été de plus en plus contraint en termes d'évolution. Il y a encore des perspectives avec la modification des PLU et de la prise de conscience à la fois de la pérennité de ce bâti-là par rapport à ces usages-là, et on est plutôt en bonne voie d'ouvrir ces choses-là. Ce ne sera pas du tout le cas avec des ouvrages de type béton, que ça soit en habitation dans les années 50 ou que vous ayez des immeubles qui ont été construits dans les années 70, 80, 90 en termes de béton, où là vous avez des ouvrages qui n'ont pas grand-chose à voir, ni dans la technique, ni dans l'entretien. Donc chez Sika, on a découvert à peu près tous ces ouvrages-là, et avec des pathologies qui étaient de l'ordre de vieillissement du produit. Voilà, il faut bien garder en tête qu'un bâtiment, c'est un cycle de vie. Quand on va parler des investissements tout à l'heure, c'est un des critères clés. C'est à quel moment vous allez vous situer, vous, dans votre investissement par rapport à la courbe de vie du produit qui est en face de vous. Parce que ça va complètement changer la nature de votre investissement. Si vous êtes dans une phase de ce bâtiment-là, alors ça peut être positif si vous êtes dans une phase où vous allez avoir un gros décrochage parce qu'il y a des travaux à faire, ça peut justifier des économies au niveau de l'investissement parce que vous allez devoir... Par contre, il ne faut pas oublier derrière de faire un plan pluriannuel de travaux parce que ce que vous n'allez pas mettre à l'origine dans l'investissement, vous allez devoir le régler dans les 10 prochaines années. L'erreur à pas faire quand vous investissez dans ces cas-là, c'est d'anticiper et d'économiser en pensant que vous allez tenir en gardant sur quelques années. Ça marche pas. Si vous payez cher quelque chose sur lequel vous n'êtes pas prêt à remettre de l'argent, vous allez vous retrouver dans un effet qui sera une mauvaise affaire en termes d'investissement. Par contre, vous allez pouvoir profiter des déficits, mais il faut bien décoter au moment de l'acquisition et surtout faire les travaux derrière avec les difficultés, souvent de la copropriété. Quand vous allez raisonner sur l'habitation, vous allez être en situation de plusieurs décideurs avec des profils différents et vous allez revenir encore une fois à cette notion de sociologie de l'habitat qui fait que vous allez devoir faire avec d'autres personnes qui n'ont pas du tout les mêmes objectifs que vous, qui peuvent vivre dans l'immeuble, qui peuvent vous demander d'autres choses que celles que vous allez vouloir faire de votre côté. On parlera après des points d'actualité, notamment des DPE, mais pour finir sur le parcours, quand j'ai quitté Sika, j'avais des bonnes notions sur le gros œuvre. Et j'ai eu, à ce moment-là, toujours à travers la chimie, j'ai rejoint la société d'IRUP et j'ai eu des fonctions marketing absolument fabuleuses sur il m'en reste encore énormément de souvenirs, sur le xylophène, puisque j'ai été chef de produit xylophène, toujours dans les fonctions de développement de produits. Donc xylophène, c'est les traitements des bois à travers les insectes
qui mangent le bois et donc qui détruisent les ouvrages d'un certain type, notamment plutôt on va dire les immeubles d'habitation et les immeubles de bureaux haussmanniens ou d'habitation. Sur cette partie-là, j'avais aussi d'autres fonctions sur chef de produit dans la peinture. Donc j'ai complété ma connaissance. Donc là, j'étais chef de produit d'une marque qui s'appelle Gori. J'avais fait Héliotan, j'ai fait Véraline, j'avais fait Bondex, qui était une des peintures plutôt bois. Dirup était quand même orienté sur le matériau bois. Mais mes fonctions à l'époque avaient été de résoudre une partie des problèmes qui étaient de l'ordre. Et le premier ordre, c'était dans la production du bois en France, qui était d'essayer de faire des traitements pour favoriser la pérennité du bois. Et là, je vais heurter un petit peu les images sur le matériau bois. Le matériau bois n'est pas forcément aussi, exempt de traitements chimiques, on peut le penser. Et une de mes fonctions avait été de développer des insecticides et des fongicides en Syrie. Donc le parcours était d'aller voir les sieurs qui exploitaient des forêts. Généralement en France, c'est les Vosges et le Jura, où en fait on vendait des insecticides pour les traitements des bois, qui étaient des bois plutôt frais, plutôt d'ailleurs des résineux, sachant que les bois durs, les feuillus, sont des bois qui, eux, n'ont pas besoin de du même traitement fongicide et insecticide en amont. Et en fait, tous les bois qui sont produits en France, qui servent pour ce qu'on appelle des fermettes, donc pour la construction de charpentes, ou qui servent pour faire du bardage, ou pour faire du parquet, ou qui servent des choses, ont une base de traitement en amont dessus pour les sieurs. Et deuxième volet était... Alors, on avait fait quand même un petit peu de recommandations auprès de l'Assemblée nationale. Ça a été le phénomène de l'apparition des termites en France. Donc là, on n'avait pas de gamme de produits, donc on avait dû recourir à des expériences, notamment aux États-Unis, où il y avait des infestations qui étaient assez importantes de termites. Ils avaient mis en place des législations. Une de mes fonctions à cette époque-là avait été de créer un produit qui s'appelait le Biflex, qui était un anti-termite. Et donc, on avait passé pendant 1 an à peu près des essais chantiers de traitements avant la construction et des traitements après l'apparition du termite de construction, généralement de maisons individuelles. C'est là où on les reconnaît. Alors il y en a, c'est reste aujourd'hui une pathologie qui est importante, qui est traitée comme les autres, mais qui n'est pas forcément pour moi la plus importante à traiter, avec des erreurs là encore de législation, c'est-à-dire que malgré la recommandation qui avait été donnée à l'époque, le termite ne touche que certaines zones géographiques, ne touche que certains types de bois. Et aujourd'hui, malheureusement, vous avez des diagnostics obligatoires qui sont assez coûteux, mais qui servent absolument à rien, puisque dans la biologie du termite, vous n'allez pas avoir besoin, par exemple, de faire une détection d'un termite au dernier étage d'un immeuble haussmannien. Il y a peu de probabilité pour qu'il y ait des termites à ce niveau-là. Sinon, il y a plus grand bois entre le rez-de-chaussée et le dernier étage. Je suis resté quelques années chez eux. J'ai été après recruté par un groupe suisse. C'était mon retour chez les Suisses après le groupe Sika qui était suisse, sachant que Dirup était des Danois, pour l'information. Et donc j'ai rejoint le groupe Holderbank à l'époque, qui est devenu, alors toujours dans les fonctions marketing, qui est devenu ensuite le groupe Holcim, qui est un groupe international dans 70 pays et qui s'occupe essentiellement de la production de béton, de granulats et de ciment. Des compétiteurs en France étant à l'époque le groupe Lafarge, mais pour vous situer, il y avait des spécialités, des adjuvants aussi, donc de la chimie du bâtiment, mais le gros marché était dans les parties de cimenterie, donc production du ciment, qui sont des produits extrêmement intéressants dans l'acte de construire. Je suis resté quelques années chez eux et je les ai quittés alors après une petite étape où j'ai été recruté par Lafarge, indépendamment de ce qui s'est passé après, puisque c'était quand même 2 compétiteurs à l'époque, et j'ai passé quelques années chez Lafarge, d'une façon différente, toujours dans les mêmes fonctions, mais avec des cultures d'entreprise et avec des modes de fonctionnement qui étaient un peu différents. L'expérience Holcim a été plus longue et plus enrichissante pour moi. Et j'ai souhaité, après un petit parcours de formation, m'intéresser
plus maintenant au bâtiment en tant que tel, et notamment à travers sa gestion, sa construction. Et donc j'ai après un parcours que j'avais fait de formation en immobilier. J'ai rejoint une société que j'ai dirigée pendant quelques années de gestion d'immeubles à Paris. Une entreprise où on avait à peu près 350 immeubles. Alors j'ai retrouvé effectivement les pathologies, j'ai retrouvé les notions de construction et d'entretien de ces immeubles-là. Plutôt de l'haussmannien, mais pas mal d'immeubles neufs aussi. Et là, on est plutôt passé dans la façon opérationnelle qui était la gestion d'un bien, les syndics, et puis la partie transaction d'un bien. Ce parcours-là a été assez long, que j'ai complété à travers la création d'une entreprise où j'ai moi-même après porté ces activités-là. Société qui m'a donné aussi la possibilité de pouvoir sur du long terme entretenir des patrimoines et à me poser les questions en fait toujours du côté des investisseurs, parce qu'on peut aussi rentrer du côté des investisseurs et des copropriétaires ou des propriétaires, et comment on était là pour valoriser leur patrimoine avec toujours les mêmes réflexions sur le plan juridique, sur le plan technique. Et ça m'a aussi fait ouvert aux notions de comptabilité, de gestion de ces immeubles dans les aspects comptables, avec là une particularité de comptabilité, puisque la comptabilité immobilière est dérogatoire par rapport aux autres comptabilités qui existent. En tout cas, ils ont un plan comptable très différent. Voilà pour le parcours. Dans ces années-là, j'ai jamais quitté les meubles. J'en ai vraiment fait le tour en simplifiant à l'extrême. Il manque quelques corps de métier, mais j'ai assez... Vous en avez fait pas mal déjà. J'en ai fait pas mal. De la cave jusqu'aux toitures. Là où je n'avais pas fait d'expérience, j'ai appris un peu sur le tas. Donc il y a peu de choses aujourd'hui qui me sont pas faites. Mais c'est vrai que cette base-là de produits m'a toujours permis d'avoir une grille de visite des bâtiments dont je vous parlerai, je partagerai cette expérience avec vous après, mais qui m'a vraiment été très utile parce que ça m'a fait comprendre comment on pouvait éviter des erreurs et comment on pouvait, en s'appuyant sur des professionnels, arriver à avoir des bons investissements par rapport à ça. Et tant mieux, parce que éviter les erreurs, ça va être le sujet d'aujourd'hui, donc je vais être là pour essayer dans l'immobilier de vous rassurer au maximum. Ne faisons pas d'erreurs, elles coûtent cher. J'aimerais maintenant qu'on aborde tout ce qui est conjoncture, l'aspect conjoncturel sur l'immobilier en 2023 notamment et sur cette année 2024, sur ce début d'année 2024. On a connu une année 2023 assez compliquée avec une diminution des transactions à hauteur de 20% environ. On est passé d'environ 1 million 100 000 à 875 000 transactions sur l'année 2023. Et également en termes de nombre de prêts octroyés, on a eu une diminution à peu près de 40% également. Donc on a connu une année sur le plan immobilier vraiment compliquée sur 2023. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Comment vous voyez le secteur de l'immobilier aujourd'hui Alors, sur la durée, on peut raisonner sur les médias ou ce qu'on nous dit. Sur un cycle long, les immeubles le nombre de transactions et les transactions en immobilier ont certes chuté si vous regardez des résultats qui sont dans les 2 dernières années, mais il y a une telle euphorie, une telle augmentation qu'on pourrait parler de correction. Le problème, c'est qu'on a dimensionné des marchés, des prestataires et des investissements sur une période qui reste très atypique. J'ai connu des grandes crises sans connaître celle de 93. Il faut raisonner sur des cycles longs en immobilier. Ne jamais oublier une chose, c'est qu'à la différence des autres actifs, l'immobilier est un actif qui, si vous n'investissez pas en permanence sur lui, a vocation à disparaître. C'est le seul investissement que vous faites sur lequel vous allez devoir tout le temps investir. Donc quand vous avez compris ça, vous allez donc raisonner non pas forcément sur des périodes de 2 ans ou 3 ans ou certains cycles, plus à long terme, mais beaucoup plus à long terme. Donc pour moi, il n'y a aucune situation qui aujourd'hui relève d'une panique. Il y a des lobbies, il y a des acteurs qui sont pas du tout heureux aujourd'hui. Il y a eu des soutiens qui ont été donnés sur le plan financier ou fiscaux.
Je pense que la vraie règle là-dedans, c'est vraiment une offre et une demande. Je trouve que moins les prix sont chers aujourd'hui. Qu'ils aient permis de rencontrer à un moment des acquéreurs parce qu'il y avait des emprunts qui étaient donnés n'est pas de toute façon satisfaisant. On ne peut pas fonctionner avec forcément ça. Nous, on a des clients qui ont acheté dans des immeubles. Par exemple, j'ai un immeuble dans le 9e, ils ont acheté à 13 000 euros du mètre carré. Alors, l'immeuble est magnifique. Quand vous le voyez à première vue, quand vous êtes dans la rue, vous allez avoir, c'est vraiment un très très bel immeuble. En fait, non. C'est pas du tout un très bel immeuble. Quand vous rentrez à l'intérieur, quand vous commencez à avoir une lecture, j'ai toujours dit, je dis que ces gens qui avaient acheté à 13 000 euros n'allaient pas forcément retrouver quelque chose derrière. Alors pourquoi ? Parce que ils n'ont pas été prévenus en amont qu'on allait refaire la toiture, qu'il y a des pathologies lourdes. Notamment, il y a un effondrement de plancher. Donc, là où vous aviez un plan qui était un petit peu serré quand vous avez acheté serre, un peu cher, vous allez vous retrouver chaque année, non pas dans votre plan que vous aviez prévu, mais avec des surprises supplémentaires. Très grosses dépenses. Même si vous êtes en copropriété, il y a des immeubles où il y a 7, 10, 15 personnes, vous avez des factures. Moi, j'ai un immeuble où on est 13, il y a 800 000 euros de toiture. Alors vous me direz, mais 800 000 euros de toiture à 13, c'est quand même très cher. Il fallait le prévoir. Ceux qui l'auraient su n'auraient pas acheté là. Est-ce qu'on pouvait le savoir ? Bien sûr qu'on pouvait le savoir. La question, c'est pourquoi aujourd'hui le cycle, il est compliqué ? C'est qu'il y a pour moi quelque chose qu'on vous dit pas, c'est que il y a un autre cycle qui croise le cycle actuel des banquiers, des investisseurs, et l'offre et la demande. C'est le cycle de vie d'un bâtiment. Si vous êtes sur des immeubles neufs, on va avoir une logique complètement différente. J'aurai un discours qui va être différent. On va aborder d'abord l'immeuble plutôt haussmannien, où vous êtes dans Paris, on va dire des immeubles fin de siècle, le dernier, début du siècle, aujourd'hui. Donc ce qui a été construit entre 1880, 1910 ou 1920, aujourd'hui, c'est pas jeune. Aujourd'hui, vous pouvez être sur des bâtiments avec 150 ans. Que vous refassiez une toiture au bout de 150 ans, eh ben, aberrant. C'est pas aberrant. Non seulement c'est pas aberrant, mais dans la rue où cet immeuble voit sa toiture refait, il suffit, quand vous êtes sur le toit, d'aller regarder les toitures des autres immeubles. Et donc, je peux vous annoncer qu'il y a au moins 10 immeubles dans la rue, puisque ça a été construit à la même époque, qui ont une toiture dans le même état. Et qui est vraiment toute pourrie, avec un... Maintenant, dites-moi, aujourd'hui, un investissement qui peut durer 150 ans. Dites-moi si réellement, aujourd'hui, les gens qui ont construit la toiture, il y a 150 ans, ont de quoi rougir, ont de quoi de dire, on le savait pas. Non, vous le saviez. Alors, la question, c'est quand ? Peut faire 10 ans, on peut dire 20 ans ou dans 30 ans, mais il y a un type de bâtiment aujourd'hui qu'il va falloir examiner précisément pour faire du prévisionnel. Parce que si vous investissez à un moment, il faut que vous sachiez à quel moment vous allez devoir faire ça. Et c'est vital de le faire. Il ne faut pas de stratégie d'économiser. Par contre, il va y avoir une sacrée stratégie pour aller convaincre les gens qui sont déjà dans ces immeubles-là, qui ne savaient pas, qui n'ont pas du tout envie de faire des travaux et qui risquent éventuellement comme le marché est assez élevé, de vouloir sortir aujourd'hui à partir du moment où il y a les infos. Nous, souvent dans les immeubles qu'on gère, le phénomène quand il y a des grosses pathologies qu'on signale, parce qu'en tant que gestionnaire, on sait à peu près quand est-ce qu'il va falloir faire des ravalements et on sait les toitures. On va dire que c'est deux gros morceaux à regarder. Le reste, c'est les pathologies. Si vous refaites des planchers, c'est que c'est des pathologies. Les pans de bois, c'est plutôt des découvertes au moment du ravalement, mais vous revenez au ravalement. Donc la question, ça va être la toiture et l'état des caves. Quand vous savez ça, c'est juste une question d'année. Puisque je vous ai dit que pour les haussmanniens, on était sur des cycles où on aurait déjà pu ou faire le faire. N'oubliez jamais aussi que les compagnons, que les entreprises qui font ce type de travaux ont vieilli. C'est-à-dire que quand vous allez sur un chantier de toiture à Paris, la moyenne d'âge, elle est plutôt à 50 ou 60 ans. Vous n'allez pas avoir des jeunes de 30 ou 35 ans, vous n'allez pas avoir beaucoup de main-d'œuvre étrangère. Donc en plus, on est dans des bâtis qui sont exceptionnels, on est des bâtis qui méritent des vraies entreprises, on est des bâtis qui sont très techniques, très très grand savoir-faire. La toiture en zinc à Paris, il n'y aura pas que l'effet du cycle de vie, il va y avoir l'effet aussi des
compétences pour pouvoir entretenir ces choses-là. Si j'avais 20 ou 30 ans, j'investirais aujourd'hui, moi, dans une entreprise de couverture. Parce que il faut faire très très vite aujourd'hui si on veut avoir dans quelques années des gens qui peuvent répondre à la demande. Sur des bâtiments de ce type-là, c'est la seule chose à regarder. Il faut raisonner en disant que dans les 10 prochaines années, on va avoir un plan de travaux. Vous prenez l'enveloppe par rapport au mètre carré qui est prévu pour faire une couverture ou des ravalements, et vous l'éclatez par tantième si vous êtes en copropriété, et sinon vous regardez comment vous pouvez l'étaler dans un prévisionnel travaux. Mais il est prévisible que sur ce type d'immeuble, alors le ravalement c'était déjà fait, donc on est moins grave, puisque les ravalements ont plus ou moins été faits dans les 20 dernières années, et donc on est sur des choses qui sont plus courantes, qui ont été déjà refaites une fois, 2 fois ou 3 fois. Le ravalement, pour moi, a pas du tout de choses. C'est le vrai sujet de tension, ça va être la toiture. Quand on est dans du immeuble neuf, le cycle est complètement différent. Mais il est aussi inquiétant. Il est différent parce que si vous faites l'acquisition dans un immeuble neuf, là on va regarder d'autres choses. On va regarder quand même la toiture, mais on est plutôt sur du toit terrasse. Donc on va essayer de regarder si c'est bien fait, s'il y a des perspectives aujourd'hui de souscription de dommages ouvrages. On peut regarder un peu en amont prévisionnel. Le problème aujourd'hui, en France, c'est que la réglementation, elle protège sur une dizaine d'années. Et donc, vous allez très vite, de toute façon, être sur un bâti plutôt moderne, mais qui peut présenter très rapidement de l'obsolescence. Nous, on le voit dans la gestion. On a tous les éléments d'équipement qui sautent au bout de 2, 3, 4 ans. C'est donc au-delà des garanties qui sont données. Pourquoi ? C'est rapide, mais c'est programmé. Parce qu'en fait, si vous faites un moteur de portail dans une copropriété, par exemple, on a le cas à Gennevilliers d'un gros immeuble, très beau immeuble, qui a été construit par ICAD et par Arte Charpentier comme architecte. Très très bel immeuble. Le problème, c'est que nous, on a récupéré l'immeuble au bout de 2-3 ans. Et en fait, on a vu tous les éléments d'équipement sauter. Parce que à la construction, le promoteur a joué un rôle de répondre aux garanties et aux normes. Et effectivement, personne ne lui blâmerait, et je défends les promoteurs là-dessus, d'aller équiper d'un type de moteur plutôt qu'un autre. Donc si vous mettez un moteur qui est moins performant pour l'ouverture, vous allez l'user plus souvent. Et voilà, il faut juste expliquer au moment des investissements que vous allez avoir à 4, 5, 10 ans, 15 ans à changer les moteurs, ouais. C'est tout. Bien sûr. C'est pas des gros montants, c'est pas des grosses choses, sauf que il faut l'anticiper au moins après les 10 ans des garanties qui sont données par la dommage ouvrage. Puis là, vous allez avoir par contre un autre phénomène dans les immeubles neufs, ça va être le coût de l'entretien. L'haussmannien coûte très peu, il y a très peu d'éléments techniques, de ventilation, il y a beaucoup de choses naturelles qui sont faites naturellement, et vous n'avez pas forcément besoin de rajouter des colonnes sèches, des ventilations, des équipements qui, l'air de rien, complexifient pour répondre à des normes. Les bâtiments neufs doivent mettre certains types d'équipements qui font que dans son usage et dans son entretien, dans sa pérennité, on va avoir beaucoup de frais qui vont apparaître dans la vie courante de l'immeuble. Le ravalement, c'est pas forcément 20 ans ou 30 ans. Ça sera beaucoup plus rapide que ça. Pareil pour les toitures, la toit terrasse, ça va pas tenir 150 ans. Un toit terrasse d'un immeuble neuf, ça va être 20 ans maximum. Et donc, on sait que de toute façon, si vous investissez pour une détention longue, par exemple pour transmettre à des enfants ou une famille, il faut tenir compte de ces il faut prendre ça en compte parce que c'est un cadeau qui n'est pas forcément bon si vous faites une détention à long terme. Si les primo-accédants qui vont acheter pour l'occuper, la famille s'agrandissant vont partir, vous êtes dans quelque chose qui est plus rationnel, puisque ça sera plutôt des occupations qui sont faites. Donc vous voyez que en fait la conjoncture, elle dépend d'abord de l'immeuble en tant que tel et là où vous allez investir plutôt que le marché autour, parce que le marché autour, il n'est pas très segmenté par type de bâtiment. On vous donne des agrégats statistiques. On vous dit par exemple qu'aujourd'hui c'est 23 000 € dans une petite rue. Oui, d'ailleurs la qualité du bâti, c'est pas forcément là que j'irai personnellement. Elle est très jolie cette petite place dans le 6e. C'est pas là que j'irai acheter parce que oui, il y a du pan de bois.
Oui, il y a des pathologies qui sont... Donc, vous reposez la question derrière. Après, si vous avez les moyens d'acheter là, qu'est-ce qui va se passer dans 20 ans? Est-ce que vous aurez un doublement du prix? J'y crois pas. Je pense que déjà, on a atteint des choses beaucoup trop chères aujourd'hui pour permettre d'investir dans Paris. Ok. Et donc, le marché n'est pas si mauvais. La conjoncture n'est pas si mauvaise. Pourquoi ça chouine un petit peu sur les commentaires? C'est qu'il y a une perte d'assistanat qui était fiscal, social, pour d'autres motifs qui sont des motifs macroéconomiques. Donc, Sur les différentes professions immobilières, ouais. Exactement. Donc, on va devoir raisonner sans forcément ces subventions, ces aides qui sont données. Il faut revenir à une vraie réalité. On va se confronter aux réalités du marché, en fait. Il faut le faire parce que de toute façon, il y avait des biais qui étaient donnés. J'ai toujours trouvé dommage que dans des villages, vous aviez des murs de 60 cm de jolies maisons qui n'étaient pas rénovées, et vous aviez en périphérie, par exemple, de villages, des pavillons qui étaient construits à 150 000 en parpaing. J'ai rien contre ces choses-là. Je dis juste que c'est à peu près le même prix que de retaper des murs de 60 cm. Et vous avez, par contre, il y a une vraie faculté dans des immeubles anciens de restructurer, de rénover. Les entreprises compétentes qui peuvent faire ça. Il y a des techniques formidables aujourd'hui. Ce qu'on n'avait pas. On est dans une époque formidable au niveau produit, au niveau solutions techniques. On a des choses qu'on peut faire en termes d'isolation, en termes de matériaux qui n'étaient pas du tout le cas avant. Il y a des erreurs qui étaient faites, mais même si ça a duré assez longtemps sans en voir les conséquences, il faut pas se voiler la face. On construit quand même mieux aujourd'hui. On a des matériaux et des solutions qui sont pérennes. On est passé d'une époque de production sur place sur l'immeuble à une époque d'assemblage. Comme on a un problème de compétences au niveau des compagnons, au niveau des ouvriers, au niveau des entreprises, on a pris en compte en fait le fait qu'on aurait de moins en moins de gens qui étaient capables de faire des prestations d'artisans, de savoir-faire. Et on a sécurisé ça par des solutions techniques. Je vais vous donner moi un exemple qui était un mortier qu'on lançait, qui était des mortiers ciment époxy, donc des mortiers extrêmement durs. On refait les façades en béton aujourd'hui avec ça. Donc quand vous regardez par exemple les années 60, 50, les bétons sont assez pourris. Et donc vous avez en façade des épaufrures, des fissures qui sont données. Donc là, il y a eu quand j'étais chef de produit, on avait lancé un produit qui était des résines époxy qui permettaient de reprendre en façade ces pathologies pour remettre à peu près l'immeuble dans un trend qui était très pérenne derrière. On était en bicomposant. On est passé en monocomposant. On n'arrivait plus à garantir que les compagnons sur place arrivaient à homogénéiser. Et donc, on avait des risques de mauvais dosage. Et donc, on a trouvé des solutions de monocomposants. Ça, c'est profond. Ce que je dis, c'est une culture aujourd'hui où vous avez des matériaux qui sont assemblés sur site. Et vous avez de moins en moins. Le préfabriqué est apparu dans les immeubles neufs. On a des façades qui arrivent. Vous avez du bardage qui est rapporté. Tout ce qu'on va demander aux compagnons, c'est de pouvoir assembler et de visser ce qui est arrivé dessus. Pensez qu'il y a 20, 30 ans, c'était beaucoup construit sur place. Là, il y a une perte de compétences. Donc, ça veut dire que dans l'investissement qui est fait en immobilier, qu'il soit d'ailleurs résidentiel, pied d'immeuble, en commerce et autres, quand vous allez regarder l'immeuble, il faut bien regarder où est le cycle de vie. Il faut bien regarder quel type de matériaux ont été utilisés et par qui ça a été construit. Parce que vous allez avoir des solutions très techniques. Par exemple, moi, à long terme, je ne vois pas comment on va entretenir des bardages en façade parce qu'on n'a plus forcément un suivi qui va être fait. C'est comme des machines à laver la vaisselle ou le linge se pose aujourd'hui d'un produit qui arrive qu'à un certain prix. Comment vous allez vous garantir derrière qu'à 5 ans et dans 10 ans, pas plus, vous allez avoir un bardage à rapporter? Est-ce que vous aurez la même teinte? Est-ce que vous aurez les mêmes systèmes de fixation? Ou vous serez obligé de refaire une partie beaucoup plus importante de façade parce qu'on n'a plus la traçabilité qui est donnée sur ces produits-là aujourd'hui. Donc la conjoncture est bonne, mais l'analyse doit être plus fine pour vous permettre de faire un investissement au bon moment et pas forcément vous accrocher à ce qui est dit. S'il y a moins de transactions, il y a eu 20% de mandataires
qui a été pris en plus en 2 ans. On a tellement recruté en formation, en transaction, qu'on a un problème aujourd'hui de pérennité, de donner du travail à tout le monde. Et donc vous allez forcément avoir une sorte de purge. Ouais. Vous allez avoir un phénomène où on peut pas fonctionner. Mais quand vous reprenez 800 000 transactions à peu près en résidentiel en France, vous allez retrouver ces chiffres-là. Vous allez retrouver les mêmes chiffres en termes de construction d'immeubles. On n'est pas très éloigné. Ce que j'ai toujours d'ailleurs trouvé comme étant une sorte de consigne qui était donnée, et pour moi, elle s'est toujours fait au détriment du bâti existant. Et plus vous aidiez, plus vous subventionnez, plus vous accompagnez fiscalement ce genre de construction dans le neuf, plus vous faisiez un double effet de vieillissement du parc ancien qui, n'étant plus subventionné, faisait parfois l'objet de plutôt de passionnés qui se mettaient à retaper des maisons, mais qui était plutôt une rencontre avec un immeuble et quelqu'un qui voulait s'investir dans des choses-là, mais qui était plutôt sur des fonds propres, qui étaient plus coûteux. Le deuxième phénomène aujourd'hui, et on va en parler un petit peu plus longuement, c'est ces notions d'environnement, de performance énergétique et d'une norme qui va dire que les bâtiments doivent atteindre certaines performances en termes de performance énergétique et qui va forcément avoir un phénomène de déclassement de certains immeubles par rapport à d'autres sur un critère qui est quand même, on va dire, pas forcément nouveau, mais qui aujourd'hui est quand même assez problématique puisque la notion de classification de bâtiments va conduire à une information qui est très partielle. Est-ce que c'est la bonne information ? Non. Parce que vous pouvez avoir... Vous pensez ? Je pense que c'est pas la bonne information. Je pense que ça fait partie d'une information. Mais aujourd'hui, vous avez... Par quoi on devrait la compléter, cette information, selon vous ? On devrait la compléter par la première information, pour moi, elle est d'ordre comptable. Notamment en copropriété, où là, vous avez des données quand même qui sont financières et comptables. Il faut savoir que vous ne les donnez pas aujourd'hui dans la transaction. C'est-à-dire que vous, l'acquéreur et l'investisseur, il va falloir se procurer, donc c'est un petit effort, ces documents, il va falloir les analyser. Et là, il y a des immeubles où il ne faut pas aller. Parce que vous allez avoir des coûts qui vont apparaître, qui peuvent apparaître dans les comptes, mais pas forcément avec l'acuité que vous allez avoir dans les 10 prochaines années. Donc l'aspect financier est important. Qu'est-ce qu'on vous dit en disant qu'un bâtiment est classé, ou un appartement est classé en E ou en F ? Juste à titre d'information, donc on parle du DPE. Hein. On parle du DPE. Diagnostic de performance énergétique. Exactement, qui fait cette classification. Donc une classification allant de A à G. Voilà. Pour le situer un petit peu. Et qui est... Alors, A est absolument... difficile à atteindre. Inatteignable, y compris dans du neuf. Pourtant, l'État cherche à ce que d'ici 2050, tous les biens soient entre A et B. Je comprends et je comprends légitimement l'objectif. Ça va être difficile politique. à atteindre, ça c'est certain. Ça veut pas dire grand-chose. Ça veut pas dire grand-chose. Je vous remets à des choses basiques. C'est l'immeuble haussmannien qui est un pur produit fabuleux immobilier. Lui ne va pas passer forcément des bonnes notations. Il est quasiment pour moi pas possible de le faire évoluer vers des bonnes notations. Vous le situerez à combien en termes de notation, l'immeuble haussmannien en général ? Dans le D, plutôt aux alentours du D. Voire plus. À noter justement qu'il y aurait une interdiction pour le D, ça sera d'ici 2034, de mise en location sur tout ce qui est bien classé D. G, c'est déjà le cas. F, ça sera le cas en 2025. Et pour E, ça sera 2028. Donc ça se rapproche rapidement. Oui, puis peut-être que ce calendrier ne sera plus valable exactement, c'était exactement le sujet dont j'avais parlé aussi. Peut-être qu'il serait temps de raisonner. Il faut comprendre que le logement, comme c'est d'ordre politique, il y a deux mondes. Il y a le monde du logement tel qu'il est géré par les politiques depuis un certain nombre d'années, avec une volonté de protection du consommateur. Il faut savoir que les DPE sont des informations parmi d'autres que le législateur a imposé de façon à éclairer un non-sachant. Or, donc du coup, parfois, je vais être très difficile, très dur, mais c'est un peu comme la labellisation de fonds ISR, où on va vous mettre un signe,
une information... Qui ne représente pas les actions qu'il y a à l'intérieur du fonds. On ne sait pas derrière. On est d'accord là-dessus. On a complètement quitté la réalité. Il faut visiter le bien et peu importe, même s'il y a des F ou du G, il faut regarder pourquoi. Si j'ai une fenêtre qui est mal isolée, pour très peu d'argent, vous allez remonter votre classification. Pour très peu d'argent, vous pouvez faire une isolation filmogène par l'intérieur et remonter. Mais est-ce que ça serait la priorité ? Moi non, je pense pas. Je pense que forcément, la ventilation d'un immeuble 1930 en briques n'impose surtout pas une fenêtre PVC qui va vous isoler, vous permettre d'avoir un gain D ou E, mais qui va complètement changer la façon de fonctionner dans l'immeuble. Il y avait des échanges qui étaient faits à travers ces fenêtres. Elles étaient OK, elles n'étaient pas forcément étanches, mais l'étanchéité, ça va me recréer de la condensation à l'intérieur. Ça va recréer d'autres pathologies. Quand vous avez un immeuble... C'est des critères qu'on ne prend pas en compte exactement dans la notation. Ça va refaire d'autres erreurs. On va refaire des erreurs parce qu'on prend des traitements qui ne sont pas détaillés. Rappelez-vous ce que j'ai dit sur le termite. On envoie des techniciens aller regarder s'il y a du termite au dernier étage, alors qu'en dehors de la cave... Il ne risque pas d'en trouver. Il n'en trouvera pas. Il n'en trouvera pas. Je suis prêt à vous faites un insecte xylophage sur du chêne. Vous avez des types de construction, on n'a pas été regarder si c'était un résineux. Vous n'aurez pas d'attaque xylophage dans un chêne qui a 100 ans. Vous en aurez dans un sapin ou un sapin épicéa qui est un bois tendre qui a 20 ans. Le problème de ce qu'on nous impose aujourd'hui, il faut trouver des professionnels, il faut trouver de la compétence, il faut écouter. Il faut écouter ce qu'on vous dit avec de la confiance, de dire que d'abord les aspects financiers sont importants. Donc il faut prendre du temps pour regarder si le DPE, c'est vraiment le truc le plus important aujourd'hui dans les informations qu'on vous donne. Et travailler le dossier en profondeur. Il faut regarder autre chose. C'est pas là où ça va vous... Si, c'est une marge de négociation, on peut la caper. Exactement, c'est ça. Caper. Mais elle n'a... Par exemple, si vous avez un immeuble où vous avez une toiture qui n'a pas été faite et qui est fuyarde, vous risquez plus d'avoir à dépenser 3 fois, 4 fois votre passage de D à E, par exemple, et il va vous coûter beaucoup moins cher. Et après, sans critiquer les professionnels, vous êtes sur des systèmes aujourd'hui qui n'ont pas des prises réelles. Vous êtes sur des systèmes d'ABAC qui sont sur des raisonnements par rapport aux surfaces, aux équipements, à la date de la chaudière. Donc, vous pouvez avoir une chaufferie qui a été installée en 90 qui va vous apporter une mauvaise notation. Mais si vous faites une mesure avec un scan du bâtiment, vous n'avez absolument aucune information qui relie les deux. N'empêche que parce que vous avez eu une chaufferie qui a été installée un certain nombre d'années, un certain type, vous allez copier un E, alors qu'il n'y a strictement aucun lien dans l'acquisition que vous faites d'un immeuble avec l'information qui vous est donnée. Pire que ça, vous achetez pour quelques centaines d'euros un scanner, une caméra thermique, vous pouvez même ne pas avoir l'information, mais découvrir des ponts thermiques dans l'acquisition que vous voulez faire. Vous pouvez découvrir, par exemple, qu'il y a des ventilations qui ne sont pas faites. Vous pouvez découvrir que vous avez des zones de déperdition en façade et qui sont du bon sens, qui sont des bonnes informations pertinentes à avoir et qui ne nécessitent pas grand-chose d'autre. Peut-être, au moment de votre acquisition, d'aller vous trouver un professionnel, mais qui n'existe pas réellement. Moi, j'ai travaillé 12 ans pour les Anglais, qui était une société qui s'appelait des Charter Surveyors, et la RICS, qui faisait des certifications professionnelles de professionnels qui étaient des multispécialistes. Et les Anglais appellent ça les surveilleurs. Je ne connais pas ce métier en France. Je ne connais pas une compétence qui n'est... Alors, elle existe. Elle va exister pour un tiers chez les architectes. Elle va exister en partie avec un peu de géomètre. Elle va exister un petit peu auprès d'un syndic qui peut vous éclairer, par exemple, sur la comptabilité ou les aspects juridiques. Vous allez avoir le notaire qui va en dire. Mais il n'y a personne qui va aller, pour un montant donné, travailler pour l'acquéreur, qui va lui faire un conseil en lui disant, voilà, moi je vous fais une grille de visite. Et elle n'est pas modélisable. Je vois les jeunes qui nous écoutent et qui vont dire, je vais faire une application. Et avec non. Parce que quand vous faites une boussole, quand vous visitez, vous prenez une boussole,
La première truc que vous allez regarder dans un immeuble, c'est son orientation. Et vous n'allez pas avoir les mêmes pathologies, vous n'allez pas avoir le même mode de fonctionnement, vous n'allez pas avoir les mêmes systèmes si vous êtes situé sur des façades sud, de nord. Après, le reste, c'est des constats. On est dans une époque formidable où à chaque constat que vous allez faire, vous savez qu'il y a un coût et qu'il y a des solutions qui sont données derrière. Mais c'est ça qui nous manque. Il nous manque une sorte de regard bienveillant, pas associatif, pas étatique, pas forcément organisé. Si bienveillante à l'égard des acquéreurs, en fait. C'est ça, c'est une aide de conseil. Et c'est aberrant que ça n'existe pas. Et c'est une profession qui n'existe pas spécialement en France, oui. Non, les Anglais, donc si vous nous écoutez, ils vont missionner les. Ouais, moi, j'investis tout de suite dans les compétences et je serai le premier à investir là-dessus. Il n'y a pas ça parce qu'en fait, on est dans un système qui s'est un peu politisé et donc vous avez une protection consommateur qui existe avec un festival législatif à vous empêcher de dormir. Il y a des nuits où je me pose, moi, des questions aujourd'hui sur le niveau de responsabilité qu'on peut prendre quand on gère des immeubles où, en fait, vous êtes dans des normes qui sont trop nombreuses, même si vous êtes un bon pour pouvoir être sûr que vous avez tout appliqué, c'est anxiogène. C'est pas normal qu'il y ait autant de normes et il n'y ait pas du bon sens qui, pour peu d'efforts, vous diagnostiquerait les priorités tout de suite. Le DPE, c'est encore un truc de plus. C'est encore un truc qui n'est pas forcément au bon moment. C'est pas forcément non plus pertinent parce que il n'y a pas non plus de. On raisonne, mais quelle est la conséquence d'avoir un E ou un FG? Ça fait des années que vous avez des. C'est ça. Le DPE existe depuis des années. En fait, c'est pas si récent que ça. C'est simplement qu'avant c'était à titre d'information et aujourd'hui c'est différent puisqu'on impose des restrictions à partir de ce même DPE en fait. Donc c'est pas la même chose, la même fonction. En fait, il faut remettre le contexte où tout allait bien il y a quelques années. Et donc, en fait, c'est venu plutôt d'un Grenelle à l'époque, qui étaient des performances qu'on avait demandées de consommation énergétique pour des bâtiments, d'ailleurs, y compris tertiaires. Et c'est une sorte de cheminement qui a été fait. Et comme personne s'en occupait beaucoup, et qu'il y avait beaucoup de groupes de travail et beaucoup d'entrain là-dessus, c'est comme pour les PMR, pour les accessibilités handicapées. On s'est intéressé, et c'est très bien, à tous ces aspects-là. Et là, il y a eu quand même un truc qui s'est emballé sur le plan législatif, où vous avez eu des normes. Là aussi, les professionnels n'ont pas forcément vu le coup venir. Et nous, la vraie vie aujourd'hui, c'est... J'ai écouté pas plus tard qu'hier soir, pour un immeuble magnifique qui est à côté de la Muette, on avait 70 personnes et on avait mis une résolution sur le plan pluriannuel de travaux et sur le diagnostic des performances énergétiques, mais pour l'ensemble de l'immeuble. Ça a été 10 minutes de cacophonie. Honnêtement, on a tous envie de partir au courant. Ça n'a pas été voté. Ça ne sera pas voté. Et on attend autre chose. On attend vraiment autre chose. On attend du bon sens. On attend pas forcément des aides, mais on attend de la réflexion. Et à côté de ça, vous allez avoir... Moi, j'ai un autre immeuble dans le 12e, plutôt bon élève. On a fait le DTG. On est rentré dans une approche, c'est 12 000. Le DTG, si vous pouvez préciser. C'est le diagnostic technique global. Donc ça, en amont, parce que il y avait des subventions à la clé, on a investi dans cet immeuble-là. Donc c'est un immeuble qu'on avait le Faubourg 1930, immeuble de rapport, très bien entretenu. On doit le gérer depuis une dizaine d'années. Et on a plutôt des gens dynamiques, des gens qui sont assez au fait des législations. Et il y a 1 an ou 2, on a voulu anticiper et on a fait voter un DTG qui a été voté. 13 000 € pour une vingtaine de personnes. C'est cher. C'est quand même un gros investissement. Cher, ouais. On n'est toujours pas remboursé, par la mairie, des 5 000 € qui ont été promis. Donc on a quand même investi 13 000 €. On a des données. C'est des choses qui ont été très loin puisque on a fait appartement par appartement, analyse des consommations énergétiques, bâtiments, appartement par appartement, échange, questionnaire avec les copropriétaires. C'est chronophage et onéreux. Oui, mais très instructif. Là, par contre, on a appris des choses. On a appris qu'il y avait des gens qui ne vivaient pas bien, qui n'avaient pas de confort thermique, qui n'avaient pas forcément de choses... Comment on s'en rend compte de ça ? Parce qu'on leur a donné la parole. Ouais, donc là, au moins, le DTG a eu cette vertu
de faire parler des personnes. Et nous, dans notre mode de fonctionnement de gestionnaire, on s'occupe plutôt des parties communes. On a peu de moments où on va échanger avec les copropriétaires sur ce qu'ils ressentent chez eux. Parce que moi, je suis missionné pour gérer le collectif. Là où je vais discuter avec quelqu'un, c'est quand je fais un autre métier qui est la gérance pour le compte d'un propriétaire. Là, je rentre chez lui, je rentre dans l'appartement, et c'est là où on a un niveau d'instruction qui est très intéressant parce que moi, ça me renforce sur mes compétences au niveau de l'immeuble à partir du moment où j'ai des compétences au niveau d'un appartement. Parce que là, on voit le rendement locatif, on voit le locataire, combien on peut le loyer, on voit les charges. Et là, dans notre tête se passe quelque chose qui est une sorte de retour par investissement par rapport aux charges. Et la valorisation. Parce que le but, c'est quand même de valoriser. L'air de rien, j'ai pas fini tout à l'heure sur l'histoire de travaux. Les copropriétaires, si vous les écoutez, ils veulent pas développer des charges. Ils ont plutôt une position de faire des économies sauf quand il y a des programmes ravalement et autres qui sont faits. Quand vous voulez discuter avec des gens aujourd'hui, tel que la loi elle est faite, le premier truc qu'ils vont me demander, c'est la cage d'escalier. C'est le hall. Parce que c'est ce qui se voit. Ceux qui vous demandent ça savent que la toiture, elle va être refaite dans 10 ans. Sauf qu'ils seront plus là. Et eux, ils vous demandent de changer les boîtes aux lettres, ils vous demandent de refaire la cage d'escalier. Donc moi, j'ai appris à me méfier. Ils habillent la mariée parce qu'ils vont la vendre. Aujourd'hui, moi, quand je visite un bien, je suis sensible aux parties communes au hall et à l'escalier. C'est le premier truc que je regarde. Mais il faut regarder derrière. Vous pouvez très bien avoir des trucs où les gens consciemment, j'ai un immeuble dans le 18e rue Berthe, c'est pareil, ils m'ont fait le coup. Après, moi, je suis toujours là. Ce qu'ils m'ont pas fait la première année, on a fait la cage d'escalier, il y a eu 2 ventes qui ont été faites. Je refais le ravalement aujourd'hui et je vais leur faire la toiture dans 3 ans. Je les oublie pas. Mais n'empêche qu'on a perdu du temps. Moi, j'aurais commencé par la toiture et après le ravalement et après vous faites la cage d'escalier. Je voulais justement rebondir sur ce sujet par rapport aux visites. Est-ce que vous auriez des points de vigilance à garder en tête lorsqu'on fait une visite ? Je parle notamment pour les investisseurs ou pour les... Alors, la première chose à faire, elle est de préparer la visite. Donc, en fait, avant d'y aller, moi, je passe du temps sur Géoportail. Je vais aller regarder le cadastre, je vais aller regarder les mitoyennetés, je vais aller regarder tout ce que je peux avoir comme information de façon à me poser les bonnes questions au moment de la visite. Géoportail a un outil fabuleux. Il me donne les photos aériennes et vous commencez à rentrer dans l'environnement. Ce qui est incompatible d'ailleurs avec la visite. Parce que lorsque vous allez faire la visite, vous allez faire du physiquement sur place. Voilà, on n'émerge plus en fait. Donc en amont, c'est bien ça, et pas le faire après une fois que vous avez des doutes sur des questions. Vous passez 1 heure sur Géoportail, commencez à questionner le cadastre. J'aime bien aller moi sur DFV, qui sont les divisions de valeurs foncières, parce que c'est quand même un outil qu'on n'aurait pas pu rêver, qui est gratuit, qui est bien utilisé. Après, il faut l'interpréter. Mais déjà, vous pouvez vous récupérer les dernières transactions dans l'immeuble avec l'adresse, ce qui va vous situer à quelques mois près sur ce que peut valoir un bien. La valeur réelle, parce que c'est la valeur de marché. En plus, c'est les valeurs de vente. C'est ça. Donc, on a peu de C'est pas une estimation, c'est acté. Voilà. Après, quand vous connaissez l'immeuble, moi j'ai vu des historiques. Vous savez qu'il y a une indivision, vous savez qu'il y a une succession difficile. Donc on va dire que il y a des éléments extérieurs. Il y a des éléments extérieurs qu'on peut à peu près analyser derrière. Donc première chose dans la grille de visite, c'est la préparer avec Géoportail, DVF pour avoir les choses dessus, et puis commencer à faire le tour plutôt de l'immeuble avant de rentrer dans la partie de l'immeuble. Et après c'est du classique, vous faites l'ordre que vous voulez, mais il faut aller voir la toiture, il faut aller voir la cave. Et là, dans les caves, il faut regarder les plafonds de cave, il faut regarder si vous avez des éléments de rouille. Si par exemple, dans Paris, vous avez des éléments briques avec des parties métalliques, vous regardez leur état. Okay. Ça vous dit juste comment l'immeuble est entretenu et ça vous évite des déconvenues de l'ordre de 20 30 000 euros dans les 10 prochaines années sur ce que vous voyez. Vous regardez, alors moi, les trucs que j'aime bien regarder, c'est là, si vous avez du sol, terre battue ou gravier. Un immeuble bien géré, c'est du gravier. Un immeuble terre battue, c'est très bien géré. Et quand vous avez des revêtements qui ont été mis au sol d'une cave, c'est tout pourri. C'est-à-dire qu'il y a eu une erreur. Okay. Il y a eu une erreur. Il y a eu une mauvaise action.
On peut vivre avec, mais non, il y a un truc qui est pas normal. Il y a eu une manque de compétences à un moment. C'est le gravier qui est le mieux dans tous les éléments dessus. Vous faites la même chose en couverture. Alors couverture, vous allez regarder. Alors moi, à cause de mes historiques, moi, par exemple, je regarde beaucoup les interrupteurs. Je peux pas m'empêcher de regarder les interrupteurs. Les interrupteurs, c'est un objet qui est daté. Quand vous avez un tumbler métallique années 60, 40, 45, vous êtes sur d'une porcelaine dessus. Ils sont extraordinairement agréables à collectionner. Donc, s'il y a des amateurs, je collectionne les tumblers des années 40-50. C'est fabuleux. On en refait. Ils sont faits en Italie, ils sont vendus à 150 € pièce. Ils refont ça tellement il y a des fous là-dessus. Mais ça vous dit que si vous avez un tumbler, vous avez du fil coton. Et si vous avez du fil coton, ça veut dire que votre installation électrique, elle est à refaire. Donc vous regardez en cave, vous regardez en toiture ce que vous voyez. Vous regardez en façade avant même de rentrer. Vous regardez les fissures. Longitudinale, transversale. Vous commencez à regarder les fissures. Vous regardez des taches. Les taches égale un dégât des eaux. Et si vous pouvez tout de suite regarder. Il y a un autre truc que je regarde beaucoup, c'est les bavettes en zinc sur des rejaillissements d'eau. On a souvent fait des bandeaux béton. Et ça, vous les regardez bien parce que ça va vous dire si vous avez eu des choses qui ont été bien faites. Et si c'est couvert de zinc, c'est encore mieux. Sur la toiture, vous allez regarder l'état du zinc. Vous regardez s'il est un peu noir, piqué. Donc ça, vous êtes sur les 10 ans. Okay. Si vous avez du zinc qui brille bien, vous n'êtes pas sur les 10 ans. Vous allez regarder les jointures, si c'est bien recouvert conformément au DTU. Vous allez regarder s'il y a des chatières. Et vous allez regarder les corps de souche. Parce que vous pouvez avoir une toiture qui a été faite. Vous avez le corps de souche. Alors, c'est une aberration. Ouais, si vous pouvez l'expliquer un petit peu. Alors, le corps de souche, vous avez dans ces immeubles à Paris, pour la plupart des cas, des cheminées. Chaque cheminée individuelle dans un appartement a un conduit. Le conduit est privatif. Le conduit, c'est pas le même conduit pour tout le monde. Donc vous allez avoir 5, 6 conduits, parfois 10, qui vont être les uns à côté des autres et qui sont maçonnés à l'intérieur. Ça, vous pouvez pas y toucher, c'est du privatif. Par contre, le coffrage est collectif. Quand vous arrivez sur le toit, vous avez le corps. Le corps qui prend les intempéries, qui prend les choses. Alors là, vous avez une sorte d'aberration qui est, pour ça, est-ce que vous allez déjà les garder ? Tous les gens, vous devez vous poser la question. Est-ce qu'on va, parce que tous les gens ont enlevé les cheminées, qu'est-ce qu'on fait de ces conduits-là ? Et la bonne question à se poser, est-ce qu'on garde les corps de souche dessus ? À 90% des cas, j'ai jamais rencontré des professionnels qui prennent le risque de les enlever. Parce que c'est quand même beaucoup de boulot pour aller voir si on peut les enlever. Donc, on va les garder. Et donc là, tous les 20 ans, vous allez devoir vous faire un mortier plâtre pour la reprendre, la laisser respirer. Ça fait partie des travaux qui sont faits régulièrement par les couvreurs. Mortier, plâtre chaud, les MPC, avec des super bons dosages. Et vous mettez une petite bavette là-dessus. Là, vous êtes reparti sur 30 ans. Et ça n'empêche que c'est quelques mille. Une souche, c'est 5 000. C'est 5 000, il y en a plusieurs, peut-être 15 000, ça peut être 20 000. Ça va vous conduire à une réflexion tout de suite derrière. Et pareil, vous voyez si c'est entretenu ou pas. Il y a une notion de sécurité quand on regarde sur ça aussi, pour pas que ça tombe. Après, on redescend la cage d'escalier dessus. C'est le bon moyen. Et là, vous regardez dans la cage d'escalier les corps, donc les coffrages, s'il y a du gaz, s'il y a de l'électricité. Le gaz, c'est pareil, il faut regarder si ça a été fait. Les colonnes montantes, il faut regarder l'état de l'électricité. Du coup, vous redescendez en cave, vous avez fait ça en amont, mais vous allez regarder les arrivées d'électricité, les arrivées d'eau. Et vous vous posez la question d'individualisation. Si vous avez un ascenseur, vous allez être en biphasé ou en triphasé. Alors ça joue pas sur les consommations, c'est juste dans la vie de l'immeuble. Ça veut vous dire si on peut équiper d'un ascenseur, si ça peut être comment on peut faire. Aujourd'hui, on fait tout. Ça vraiment, par contre, c'est la plus belle époque du monde. On ne me dira jamais non à quelque chose. Vous voulez péter un mur porteur, casser un mur porteur, vous pouvez le faire. Il faut juste faire du renfort. Il faut faire du bureau d'études, il faut faire de l'architecte. Mais ça se fait. Ça se fait. Il n'y a rien où on peut dire non aujourd'hui. Vous voulez faire un ascenseur ? C'est oui. Il n'y a jamais on va dire. Avant, on aurait dit non, c'est pas possible. Là où on a dit non, c'est aujourd'hui. Parce que vous avez des ascenseurs en poussée. C'est-à-dire que le moteur est sous la cabine. Plus besoin d'aller trouver un truc en toiture où on faisait des coffrages ou des trucs. Et oui, bien sûr. Tout ça a évolué. Par contre, il faut le prix. Il
faut faire les choses bien. Et je voulais donc avoir votre avis sur tout ce qui est achat de passoires thermiques, donc c'est-à-dire les biens notés G et F qui vont être amenés à être interdits de location dès 2025. Je sais que c'est un sujet assez clivant dans le domaine de l'immobilier, parmi les professionnels de l'immobilier. Vous, quel est votre avis dessus? Plutôt opportunité ou contrainte? Alors, tout doit être une opportunité. Dans la négociation avec le vendeur, il faut de toute façon partir des éléments qui sont donnés pour pouvoir négocier le prix. Aujourd'hui, clairement, les F, les G, vous allez négocier les fenêtres, vous allez éventuellement négocier un isolant. Ils vont reporter le débat au niveau des parties communes du syndic si vous êtes sur une copropriété. Là, il y a des gains possibles en opportunité sur la toiture. Peu de toitures sont isolées et aujourd'hui, ça fait des premiers leviers où on peut augmenter la notation. Et malgré le fait que vous puissiez être au rez-de-chaussée ou au premier étage, dans votre appartement aussi une mauvaise note, si vous faites du collectif là-dessus, vous allez avoir une amélioration de la note. Ça, c'est vis-à-vis du vendeur. Vis-à-vis, moi, de l'investisseur, j'irais plutôt creuser pourquoi. Pourquoi il y a une mauvaise notation? Il y a des choses évidentes. Si c'est dans le cadre d'une restructuration ou d'un rafraîchissement qui sont faites, il faut regarder le mode de chauffage. Et clairement, si c'est des radiateurs électriques qui sont un peu anciens, ça a dégradé la note, c'est très peu de choses à changer, et de toute façon, vous auriez changé. Donc là, pour vous, c'est une opportunité au niveau de la négociation, c'est pas du tout clivant, c'est pas du tout rédhibitoire derrière, faut y aller. Je pense qu'il faut faire au cas par cas, en fait. Faut pas prendre ça comme une vérité générale, mais en fait, faut faire au cas par cas, sachant que, quand même, quelque chose à garder en tête, c'est que ça nous permet, c'est quand même un levier de négociation. Je veux dire, aujourd'hui, quand on fait face à un bien F et G, on sait que l'acquéreur peut même plus rehausser les loyers, vu que c'est interdit maintenant par l'État depuis 2022. Donc, c'est quand même un levier de négociation. Donc, après, c'est à faire au cas par cas et voir quels sont les leviers à utiliser derrière. Mais donc là, moi, le conseil que je donne par rapport à ce levier-là, c'est que très vite, le débat, il va se remettre vers l'immeuble, vers le gestionnaire de l'immeuble. Là, moi, ma conviction aujourd'hui, surtout pour des immeubles anciens et dans Paris, c'est qu'il n'y a pas de solution technique pour faire baisser au niveau de l'immeuble en collectif, pour faire baisser la note. C'est pas le bon levier. Le vrai levier, il est individuel. Il est dans l'appartement. Donc une fois que vous avez cette réponse-là, si vous avez une opportunité, il va falloir parler de qu'est-ce qui a fait la mauvaise notation, si c'est le chauffage, si c'est les fenêtres, si c'est par exemple les isolants. Par exemple, si vous êtes sur un rez-de-chaussée, il faut savoir qu'automatiquement, votre note, elle se dégrade parce que vous êtes au rez-de-chaussée. Vous auriez acheté dans l'immeuble au premier étage, vous auriez une meilleure note. Donc, il faut regarder en détail et discuter. Et puis, à garder en tête aussi qu'il existe des primes, on n'en a pas parlé, mais des aides de l'État. Je pense notamment à ma prime Rénov', qui est une aide de l'État, qui consiste globalement, pour faire rapide, mais à faire appel à un diagnostiqueur certifié. Donc ça, c'est très important parce que sinon on peut avoir une amende, là-dessus. Mais donc de faire appel à un diagnostiqueur certifié qui va en fait faire un premier bilan, un premier DPE en fait de votre bien à l'état actuel et une estimation après travaux. Et puis en fonction en fait de l'évolution en termes de pourcentage et d'amélioration du bien sur le plan énergétique, on va pouvoir bénéficier ou non de cette prime. Alors, on n'a pas. Il faudrait traiter dans une deuxième séance les aides parce que il faut, quand vous partez du côté investissement immobilier, c'est pas forcément le levier parce que souvent les investisseurs ont des revenus qui sont assez importants. Ils vont pas pouvoir justifier parce que c'est la résidence principale. Il y a les vrais leviers. Alors, un autre conseil, c'est de jamais, le plus possible, éviter la loi de 89. C'est-à-dire ne pas forcément rentrer dans des loyers qui sont trop réglementés, ou dans des baux qui sont trop réglementés. Derrière, il faut trouver d'autres leviers, comme du déficit, par exemple, avec des systèmes de loueurs en meublé, qui vont vous permettre d'investir, d'amortir votre investissement et de reporter. Ça, c'est le meilleur levier certainement que l'aspect prime rénov. L'investisseur n'est pas la cible forcément des politiques. C'est ça, ça garde en tête, c'est important de préciser. Ça, j'ai jamais oublié, ça, c'est vrai. Marc Ménager, merci. Je vous en prie, Julien, c'était un vrai plaisir. J'espère vous revoir. Plaisir partagé. Bien sûr, on fera ça. De votre côté, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. Et pour ceux qui nous écoutent sur les plateformes de streaming, n'hésitez pas à mettre une note 5 étoiles. Ça aide toujours. Voilà. Avec grand plaisir. Merci.